Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek. Hello les Pokéfans, c'est Valentin et bienvenue dans cette nouvelle rétrospective Pokémon. Cette année, ce sont les 25 ans de la franchise Pokémon et Valentin ici présent a accepté de me rejoindre pour vous faire des rétrospectives de chaque saison. Et oui Aldric, j'ai sélectionné pour vous les 10 faits les plus marquants de chaque saison de l'animé. Et oui, donc on a une nouvelle saison qui s'ouvre sur une nouvelle région à la hauteur de la première saison. Donc avec une compétition de 8 badges avec le groupe de Sacha, Ondine et Pierre. Pierre qui nous rejoint à nouveau dans cette saison. Donc on retrouve un peu notre socle de base, mais cette fois-ci, ce voyage donc, va se passer à Johto et il va être très très long. Puisqu'il va faire 158 épisodes exactement, donc autant dire que le rythme va un peu changer. Déjà que pour la saison 1, on pouvait se dire qu'il y avait pas mal de remplissage sur 80 épisodes, alors là ça va carrément aller dans tous les sens. Ce format-là n'est pas choisi par hasard puisque il a été pensé en fait pour durer sur 3 ans, afin de bien laisser le temps cette fois-ci d'arriver à la prochaine génération sans avoir besoin de créer une saison filler ou une saison hors série comme l'était la saison 2 sur l'archipel Orange. Et ce fonctionnement va vraiment perdurer pour chaque génération ensuite. Et la particularité du passage en Occident, chez nous en tout cas, c'est que cette saison, qui est normalement une saison d'un seul bloc au Japon, elle a été redécoupée en 3 parties. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent chez nous. Par exemple, on a beaucoup d'animés qui considèrent qu'on passe à une nouvelle saison au bout d'un an, ou notamment lorsque le générique change. Donc on se retrouve souvent avec une nouvelle saison, bien qu'on reste dans le même arc narratif, et que l'histoire reste dans la continuité en fait. Et dans cette rétrospective, on va justement traiter des saisons dans la manière occidentale, entre guillemets, donc avec ce découpage-là qui aura pour avantage qu'on ait plus de choses à échanger sur la série, mais pour inconvénient de ne pas avoir de conclusion forcément entre chaque saison, puisqu'elles s'inscrivent dans la continuité, comme j'ai dit, ce qui est le cas du coup avec la saison 3 et la saison 4. Pour ça que je tenais à faire un premier point déjà là-dessus, sur ce changement de rythme qui est assez notable à partir de cette saison-là. Suicune est le 245e Pokémon au Pokédex national. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 117, le premier épisode de la saison 3. Le crime ne paie pas. Alors que Sacha et compagnie sont perdus dans une forêt, Pikachu et Togepi ressentent quelque chose et délaissent le trio pour aller dans un lac. Suicune se tenait au milieu sur une petite île. Même s'il ne le connaissait pas, Sacha voulut le capturer. C'est alors que, comme dans le jeu vidéo, le Pokémon s'enfuit. C'est ainsi que débutera le périple de Johto. Cette rencontre n'est pas sans rappeler la fin du premier épisode où Sacha aperçoit Ho-Oh, autre légendaire de la deuxième génération, qui l'amène alors vers Jadiel et donc à l'aventure. Il faudra ensuite attendre la 5e saison pour l'apercevoir à nouveau. Dans cette saison, on retrouve à nouveau Sacha avec le même objectif et on a toujours Régis qui vient lui rappeler qu'il a toujours de l'avance sur lui, bien que ses apparitions soient quand même moins marquantes et moins propices à des gags à partir de là. Comme si la défaite qu'il avait eue à la Ligue de Kanto lui avait fait prendre un peu de recul et lui avait fait un peu gagner en sérieux et en maturité en étant beaucoup moins dans la vanité et la condescendance avec Sacha. C'est déjà un premier point que je voulais souligner, mais aussi la chose intéressante dans cette saison, c'est qu'on a l'apparition d'une toute première rivale féminine, bien qu'elle n'apparaisse pas très souvent. Je trouvais qu'il y avait quand même un parallèle intéressant entre ce personnage qui est Cathy, puisqu'elle débute son voyage quand il la rencontre, d'autant qu'en plus elle possède un Pokémon de départ, Germignon. Elle est fortement aussi associée à un Pokémon électrique jaune et noir, comme Pikachu, sauf que pour elle c'est l'Electek, puisqu'elle est fan d'une équipe de baseball qui a pour égérie les Electek, et il y a plein d'éléments aussi dans son tempérament un peu électrique, impulsive, étourdie, qui font beaucoup penser en fait à Sacha. Et je trouve qu'elle aurait vraiment pu être une rivale sympathique pour lui, mais malheureusement c'était un acte manqué et on ne reverra le personnage que 3 fois en tout lors des saisons à Johto. Néanmoins on la reverra dans des épisodes aussi hors série, ce qui dénote quand même de la popularité de ce personnage-là, Cathy, pour un personnage finalement assez mineur au final. Electek est le 125e Pokémon au Pokédex national. Il est certes associé dans cette saison à Cathy, dont Valentin vient de vous parler, mais nous avions déjà aperçu ce Pokémon à plusieurs reprises dans les 2 premières saisons. La première apparition d'Electek se fait dans l'épisode 42 où il fait partie de l'arène Casse. On peut ensuite en voir un au laboratoire de Cramoisil dans l'épisode 58 et Rudy, le champion de l'île Tartofou, compte un Electek parmi ses Pokémon. On le voit ensuite dans l'épisode 103,
Didier, le champion de la Ligue Orange, possède un Electek que l'on voit ensuite dans l'épisode 111. Donc, Snubbull, c'est un Pokémon qui va se prendre d'affection pour le Meowth de la Team Rocket, qu'il démontre notamment en lui mordant la queue. Donc un amour dévorant un peu à la manière qu'Ampiflore le fait avec James. Donc Snubbull, on va le revoir assez régulièrement pour ajouter du gag avec la Team Rocket, qu'on retrouve nouveau dans cette saison. Je pense que l'idée derrière Snubbull, c'était d'apporter un nouveau Pokémon récurrent qui viendrait mettre son grain de sel au moment où on ne s'y attend pas, comme Rondoudou le faisait. Alors Rondoudou que d'ailleurs Aldric vous avez présenté dans une rétrospective précédente. Et c'est vrai que Snubbull est plutôt un bon choix dans le sens où son design est assez particulier entre son côté bulldog qui fait la tronche, où on n'arrive pas à savoir à quoi il pense, et le fait qu'il soit tout rose avec des petits rubans. Donc ça contraste assez avec la personnalité du Pokémon. Dans l'histoire, c'est un Pokémon qui est très choyé par sa dresseuse, une femme mondaine qui vit dans le luxe, mais las de sa prison dorée, tout ce que veut Snubbull en fait, c'est la liberté, l'évasion, faire des combats, et c'est un besoin qui finira par gagner sa propre dresseuse. Donc, je trouvais l'évolution assez intéressante. Même si on ne le verra pas aussi souvent que Rondoudou, c'est en partie surtout dans cette saison qu'il apparaît, et ça reste des apparitions qui m'ont marqué, souvent assez drôles. Rien que quand on voit l'expression du Pokémon. En plus avec Meowth, ça rajoutait vraiment un peu ce gag qu'on voit souvent dans les dessins animés entre le chien et le chat, où le chien s'entiche du chat qui n'en a rien à faire de lui, voire qui en a peur. Donc ça donnait quand même une dynamique assez sympa à ce duo, quoi. Snubbull est le 209e Pokémon au Pokédex national. Il était déjà paru en exclusivité dans le court-métrage Les Vacances de Pikachu. Si cette saison Snubbull est mis en avant, comme vient de vous l'expliquer Valentin, elle évoluera ensuite en Granbull dans la saison suivante et Snubbull ne retrouvera plus un rôle aussi marquant que celui-ci dans les prochaines saisons de Pokémon. Alors je voulais faire un petit point sur Jessie, qui révèle une partie très touchante de son passé, dans un épisode au cours duquel on apprend qu'elle voulait devenir infirmière à la base. Ce passage permet de voir le personnage de Jessie d'une toute autre facette que ce qu'on a l'habitude de voir, donc une Jessie avec un look très studieux et un tempérament altruiste. Donc ça change vraiment de la Jessie qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, dans ce passé-là, elle apprend les premiers soins dans une école d'infirmières qui forme les Levénards, et elle fera notamment la connaissance d'un Levénard assez étourdi et maladroit, un peu à son image, avec qui elle nouera une forte amitié. Et lorsqu'elle revoit ce Levénard dans le présent, ayant évolué en Euphorie, elle culpabilisera même de s'être servie de lui pour l'un des plans de la Team Rocket. En réalité, cette partie du passé de Jessie fait directement écho à son interprète japonaise, Megumi Hayashibara, qui avait fait une école d'infirmière elle-même avant de devenir une comédienne de doublage, donc les comédiennes de doublage qu'on appelle seiyuu au Japon. Et alors ça peut paraître surprenant, mais les personnes qui prêtent leur voix aux personnages d'animé jouissent vraiment d'une certaine notoriété au Japon, bien plus que chez nous, mais on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Levénard est le 113e Pokémon au Pokédex national. Il apparaît souvent dans le dessin animé où il joue un rôle d'infirmière dans les centres Pokémon, jusqu'à l'arrivée de la 5e génération, donc c'est la saison 14 où il sera remplacé par Nanemui. Pierre aura ensuite un petit Ravi qui évoluera en Levénard d'ailleurs. Levénard est sans conteste le Pokémon emblématique que l'on associe toujours aux infirmières Joël. Dans cette saison, on retrouve beaucoup moins d'événements forts, je dirais, mais il y a bien un moment vraiment émotionnel, c'est la séparation entre Sacha et Dracofeu. Alors Sacha en fait arrive dans un lieu appelé la vallée dracorifique au cours de la saison. C'est une vallée où vivent des Dracofeu, et Sacha se rend compte à cet endroit-là que grâce à eux, il pourra peut-être bien plus progresser qu'avec lui. Et alors c'est très dur parce qu'on a un mélange d'amertume, de résignation et de tristesse, parce qu'on a l'impression que Sacha a épuisé en fait toutes ses cartes et qu'il n'y a plus rien à faire que Dracofeu se fasse écouter. Et du coup c'est vraiment quelque part on est obligé de se quitter parce que Sacha a cette impression que Dracofeu n'avancera jamais avec lui. Donc en réalité ça cache aussi une blessure qui est profonde chez Dracofeu. Dracofeu il a besoin de prendre du recul et il a besoin d'un environnement adapté pour contrôler son tempérament, et c'est en prenant cette distance qu'on le retrouvera plus tard dans ses différentes apparitions, un Dracofeu bien plus mature et épanoui. En tout cas on retiendra la scène assez déchirante dans cet épisode là où Sacha le quitte sans se retourner, qui a beaucoup marqué je pense les fans. Et je pense que la relation Sacha-Dracofeu,
C'était vraiment une relation unique et ce Pokémon restera sans doute le coéquipier de Sacha le plus emblématique après Pikachu. Germignon, Hérissande, Kaiminus sont les 3 nouveaux starters de la région de Johto et remplacent ainsi en quelque sorte Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Comme pour la première saison, Sacha aura la chance de capturer chacun de ces 3 Pokémon. Il capture en effet un Germignon dans l'épisode 126 et ce Germignon va développer une folle attirance pour son dresseur et une jalousie un petit peu maladive. Dans l'épisode 141, Sacha capture un Hérissande qui est semble-t-il au départ un petit peu paresseux. Et aussi dans l'épisode 151, Sacha et Ondine se disputent la capture de Kaiminus, mais c'est finalement Sacha qui gagnera le droit de le garder. Alors, dans cette saison, certains Pokémon comme Dracofeu que je viens d'évoquer quittent Sacha. On a aussi par exemple Carapuce qui a rejoint son ancien gang des Carapuces pour lutter contre les incendies. Du coup, ces Pokémon-là, ils laissent la place à une nouvelle génération, notamment les Pokémon de départ de Johto. Sont-ils plus marquants que leurs aînés? Eh bien, c'est pas très fou, on va dire. Par exemple, Hérissandre, je le trouve très en retrait par rapport à la personnalité de son homologue Dracofeu. Un Pokémon qui est assez chétif, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas vraiment d'histoire autour de lui, comme il y en avait une autour de Salamèche, qui avait été abandonnée. En fait, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur sa personnalité. A l'inverse, on a un Germignon qui a beaucoup de personnalité, qui est très démonstratif, notamment avec Sacha, à tel point que ça en devient presque handicapant pour lui, puisque c'est un Pokémon très possessif et rentre dedans. Donc à travers ce Pokémon, on développe en fait le thème de la jalousie entre les Pokémon de Sacha, et ça offre à la fois un développement intéressant pour ce Pokémon, mais aussi beaucoup un prétexte à des gags toujours. Mais je pense que pour le gag, ce sera surtout l'affaire de Kaiminus que Sacha capturera vers la fin de cette saison. D'ailleurs, pour l'anecdote de sa capture, c'est un Pokémon qui a été capturé, on ne sait pas en fait à la base si il a été capturé par Sacha ou Ondine. Je trouve que ça aurait été drôle de voir ce Pokémon finir avec Ondine. Ça lui aurait donné peut-être plus d'importance d'avoir un Pokémon de départ. Mais malheureusement, il n'y en a toujours que pour Sacha. Donc Kaiminus le retient aussi surtout pour avoir rendu Jessie complètement folle à travers plein de scènes où en fait Kaiminus lui chope les cheveux et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Vraiment un Pokémon qui m'a fait beaucoup rire. À part ça, Sacha capture aussi un nouveau Pokémon oiseau, Norfang, mais aussi un nouveau Pokémon insecte, Scarino. Donc un peu à l'instar du coup de Roucoups et Papillusion, mais malheureusement je les trouve un peu moins marquants que ces derniers. Scarino il est surtout là pour offrir des gags avec Bulbizarre notamment parce qu'il raffole en fait de tout ce qui est sève et nectar, et c'est justement ce que produit Bulbizarre dans son bulbe. Donc voilà, à part ça, pas vraiment grand chose de marquant. Quant à Norfang, il permet d'introduire les Pokémon chromatiques qui font leur apparition dans les jeux de la deuxième génération, qui sont des Pokémon donc au taux d'apparition extrêmement faible. Mais au-delà de ça, ça apporte aussi pas grand chose de notable. Noirfang est le 164e Pokémon au Pokédex national. Il apparaît pour la première fois durant l'épisode 154 où un savant essaye par divers pièges de capturer un Noirfang chromatique qui déjoue ses ruses de par son intelligence avant de finir dans la Pokéball de Sacha après lui avoir accordé une chance de le capturer. Noirfang fait ensuite des apparitions régulières durant le voyage de Johto, jouant un peu le rôle que Roucoups pouvait utiliser précédemment. Il apporte également son concours à la conquête de quelques badges, dont le 4e, où ses pouvoirs psychiques et sa clairvoyance sont fort utiles contre Mortimer. Comme je disais souvent, Pokémon fait beaucoup de références culturelles ou par rapport à des films ou des univers d'autres séries. On a par exemple un point dans cette saison, un épisode à la sauce un peu super-héros de comics. Donc en fait l'archétype du justicier masqué qui a une identité secrète, en fait on la retrouvera assez souvent au courant des saisons de Pokémon. On l'a ici par exemple à travers un épisode où on a un justicier dresseur de Scorplan. Donc bon choix de Pokémon parce que avec ses ailes un peu de chauve-souris qui fait vraiment... ça fait vraiment écho à Batman en fait, avec le costume de son dresseur, avec sa cape et tout. Et plus tard on aura aussi par exemple dans Noir et Blanc un autre clin d'œil, avec un justicier qui possède un Limaspide. On aura aussi cet autre cliché dans X et Y avec un justicier qui possède un Brazegali. Donc ce genre d'archétype, on le retrouve régulièrement dans les saisons. C'est toujours une bonne idée d'épisode parce que ça s'accompagne en fait de tous les clichés qu'il y a autour des super-héros en fait, hein. Protéger son identité secrète, faire des entrées avec panache, etc. D'ailleurs dans cette saison on a aussi
une référence, je vais dire peut-être plus subtile, mais peut-être à Spider-Man, parce qu'on a un Minigal justicier aussi, hein. Minigal, donc le Pokémon araignée, qui accompagne une agente Jenny. Alors c'est assez particulier parce que les agentes Jenny de base elles sont accompagnées de caninos, donc je trouvais que c'était un petit élément assez sympa. Et d'ailleurs dans cet épisode là, hein, on a aussi beaucoup de références, on va dire, à toute cette ambiance un petit peu enquête qu'on retrouve un peu dans Détective Conan. On a un clin d'œil à Arsène Lupin. On a des costumes qui font penser un peu à des personnages tels que Tuxedo Mask qu'on a dans Sailor Moon ou les Cat Size. Donc on a toujours énormément de références un petit peu, soit à des animés, soit à des œuvres plus larges dans la série Pokémon. Caninos est le 58e Pokémon au Pokédex national. Il est surtout connu parce que la plupart des agents Jenny possèdent un Caninos comme assistant policier, à l'instar du Levénard pour les infirmières Joël. On en rencontrera cependant d'autres tout au long de la série, et l'on peut noter que la première apparition à l'écran d'un Caninos remonte à l'épisode 30 de la première saison, alors qu'un Caninos apparaissait malade. Alors dans cette saison, on a aussi la toute première apparition du Culbutoke de la Team Rocket. Alors, Culbutoke est obtenu par Jessie suite à un échange non désiré contre son Excellang. D'ailleurs, on va en profiter pour un petit peu rappeler qui est le Excellang de Jessie, parce qu'en fait, on l'a pas vu très souvent. Je pense qu'à la base, en fait, Excellang, il était un peu là pour apporter du gag en faisant des léchouilles à Jessie. De la même manière, en fait, qu'Ampiflore démontrait son amour à James en le gobant, quoi. Donc, je pense que le gag, malheureusement, fonctionnait mieux avec James et son Ampiflore, et moins bien avec Jessie. Du coup, Excellang n'avait plus trop d'utilité au final, et il a laissé sa place à Culbutoke, donc un Pokémon notamment connu pour conclure la devise de la Team Rocket. Et un peu à la manière du Psychoquack d'Ondine, il va toujours sortir de manière un peu impromptue pour voilà, compléter la devise, ou alors amener un gag en fait, parce que c'est toujours au pire moment évidemment qui va apparaître. Au-delà de ça, ça n'est pas un Pokémon qui est très offensif en fait, ses capacités c'est surtout la défense, et il se montrera parfois bien utile, même si ça reste assez peu exploité, parce que faut pas non plus faire en sorte que la Team Rocket gagne, parce que ça perdrait du coup l'intérêt des gags de la Team Rocket. Culbutoke il est quand même assez marquant parce qu'il deviendra un peu comme le quatrième membre finalement du trio, du fait qu'il est le seul Pokémon à ne s'être jamais séparé d'eux avec Meowth, sauf par contre pour le cycle noir et blanc, le seul cycle où Culbutoke ne fera pas partie du trio. Culbutoke est le 202e Pokémon du Pokédex national, et c'est par accident que Jessie récupère ce Culbutoke en l'échangeant contre son Excellang dans l'épisode 146. Dans la saison suivante, un épisode lui sera totalement dédié, le 173e, où Culbutoke est le Pokémon emblème d'un village. Il est le deuxième Pokémon qui est resté le plus longtemps dans l'équipe de son dresseur, à savoir 976 épisodes, le premier étant le Pikachu de Sacha. De ce fait, il est le troisième Pokémon le plus présent dans le dessin animé, après Pikachu et le Meowth de la Team Rocket. Pour rappel, Sacha s'était rendu dans l'archipel orange pour récupérer la mystérieuse GS Ball que lui avait demandé le professeur Chen. Le professeur Flora ne savait pas ce qu'il en était, le professeur Chen ne savait pas non plus ce qu'il en était. La raison aussi de la venue à Johto, c'était pour comprendre justement à quoi servait cette ball, hein. Et ils ont fini par aller demander du coup à Fargas, hein, Fargas qui est un expert en Pokéball. Donc si lui ne sait pas, on trouvera jamais la réponse, hein, je pense. Du coup, il examine, il ne sait pas non plus de quoi il en retourne, donc il décide quand même de la garder, Fargas, pour continuer à l'étudier. Mais en fait, on n'entendra plus jamais parler à partir de là, en fait. Les héros continuent leur route et ils laissent la GS Ball derrière eux, et plus jamais elle ne sera évoquée. Donc c'est devenu en fait l'un des plus grands mystères de la série, qui deviendra en fait en réalité l'un des plus gros trous noirs narratifs, je dirais, que la série ait connu. En réalité, en fait, cette GS Ball devait contenir Celebi, donc l'équivalent légendaire de Mew pour la deuxième génération, et devait faire l'objet d'un arc d'épisodes autour de ça, autour de lui et de la GS Ball, mais ça fut finalement annulé à cause du 4e film qui mettait en scène Celebi dans une toute autre histoire. Donc c'était voilà, une toute autre idée de scénario pour mettre Celebi plus en avant dans un long métrage Pokémon. Donc, je trouve ça quand même dommage par rapport à la série, puisque c'est un objet qui a quand même été introduit en plus depuis super longtemps.
et qui faisait l'objet de tellement de théories. Donc le fait que ça reste un mystère à tout jamais, c'est un peu dommage. Mais par contre, le jeu vidéo apporte quand même une réponse, car il était possible en fait avec Pokémon Crystal, lors d'un event que malheureusement nous n'avons pas connu chez nous en France, on pouvait en fait débloquer Celebi, on pouvait débloquer une petite histoire avec Fargas et cette GS Ball justement, et ça nous permettait dans le jeu d'avoir Celebi. C'était la seule manière légale d'ailleurs d'avoir Celebi, et c'est quelque chose que seuls les Japonais ont pu bénéficier. Ramolos est le 79e Pokémon du Pokédex national et il est le Pokémon star de l'épisode 142 qui se déroule dans le puits Ramolos. On peut alors évoquer la queue Ramolos qui est un objet exclusif à la deuxième génération. Comme son nom l'indique, c'est l'une des queues de Ramolos venant du puits Ramolos. Elle n'a pas d'effet particulier et ne sert qu'à être vendue tout simplement. On va terminer ces 10 faits marquants cette fois-ci par le film, parce qu'il n'y a pas de conclusion comme j'ai expliqué à cette saison, donc qui n'est qu'une première partie du voyage à Johto. Donc ce film, alors les 2 premiers films pour rappel avaient été de véritables cartons, le 3e par contre a un peu eu moins de succès, pour cause on commence tout doucement en fait à décliner dans l'âge d'or de la licence, et je pense que le propos du film doit sans doute aussi jouer puisque il est un peu plus intimiste, un peu moins épique, et avec des enjeux un peu moins forts, sans Pokémon légendaires aussi remarquables je dirais que Mewtwo ou Lugia, et pourtant c'est personnellement mon film préféré des 3. Alors il met en scène les Zarbi, des Pokémon énigmatiques ayant la capacité de matérialiser les rêves et les pensées des personnes, et on s'en rend peut-être pas forcément compte dans le film parce que les Zarbi n'ont pas de volonté propre et ne sont pas non plus manipulés par un antagoniste au sombre dessin, mais c'est un pouvoir immense qui offre plein de possibilités. C'est un peu comme si on avait le pouvoir de voir n'importe lequel de ses souhaits exaucés en fait. Et le fait que ce pouvoir tombe entre les mains de Molly, une petite fille innocente et rêveuse, nous offre un univers poétique et féerique, avec des plans et des paysages oniriques, entre cette mer de cristal qui gagne peu à peu le monde des Pokémon, et les différents biomes que les héros traversent, qui sont inspirés en fait d'un livre d'images que le père de Molly lui lisait quand il était encore là. D'ailleurs l'histoire de Molly est très touchante, puisqu'elle devient orpheline au début du film, et grâce aux Zarbi elle va recréer un monde idéal à son image avec des parents de substituts que seront Entei, un Pokémon très charismatique de la 2e génération, qui offrira d'ailleurs un combat très marquant avec Dracofeu. Et de l'autre côté, on aura comme mère de substitut Delia, qui est en fait la mère de Sacha, et qui aura d'ailleurs pour la première fois et la seule fois un rôle vraiment important dans la licence. Notons que Pierre et Ondine sont également bien plus mis en avant que dans la série ou dans les autres films de manière générale, puisque lors de leur ascension dans ce château de cristal, ils vont entre guillemets se sacrifier en menant des combats contre Molly afin que Sacha puisse continuer à avancer. Alors, je disais d'ailleurs que ce film a bien moins d'enjeux, mais aller secourir sa mère, est-ce que c'est pas un enjeu quand même assez noble pour un personnage? La morale à retenir de ce film, c'est un peu de ne pas se refermer sur les rêves et sur soi-même, malgré les épreuves de la vie, au risque de perdre pied avec la réalité, notamment en se cachant derrière un avatar, comme les projections des différentes versions de Molly le représentent, qui sont un peu comme des versions améliorées d'elles-mêmes. Et je trouve qu'à une époque où tout va très vite, on a envie de grandir trop vite, et où le virtuel prend beaucoup de place, c'est un message très fort de la part d'une licence qui produit quand même de l'imaginaire, de l'évasion, mais le film encourage tout de même à réaliser ses rêves pour devenir la personne qu'on souhaite être. Donc très beau message, et un film qui sera d'ailleurs le dernier distribué dans les cinémas français. Et il aura fallu attendre le 20e film pour revoir Pokémon sur grand écran en France. Entei est le 243e Pokémon au Pokédex national. Il apparaît pour la première fois à l'écran dans le film Le sort des Zarbi. Il est en effet l'un des personnages principaux de ce film, toutefois, bien qu'il semble réel, il est en fait issu du rêve de la petite fille. C'est exaucé par les Zarbi, et vous pourrez cependant retrouver un Entei bien réel, cette fois-ci dans un épisode de la saison 5. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Je te remercie Valentin. On vous remercie de nous suivre et on vous dit à la prochaine pour la saison 4, les champions de Johto.